Bonjour Fabien, Salut. comment allez-vous? Comme un deuxième jour de salon avec quelques cernes. Ça se passe bien pour l'instant? Ça fait 17 ans que je fais ce salon et je commence à être un peu rodé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter Print Project? Alors nous, on est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des grands groupes sur leur organisation d'innovation, qu'on appelle end-to-end innovation. Donc notre métier, c'est de faire de la veille mondiale sur toute l'innovation, tant réglementaire que technologique, que tout sujet, dédié au monde de la supply chain, d'aider les grandes entreprises du secteur, non seulement à définir leur stratégie d'innovation, mais aussi de collaborer avec des startups pour pivoter leur modèle. Donc un peu d'amener des clés de compréhension entre les uns et les autres. Donc on travaille qu'avec des grandes entreprises et on collabore comme ici avec toutes les startups françaises, européennes, voire internationales. J'ai vu, il y a un de vos clients B2P Web. Alors, on a plusieurs clients ici. Soit dans les allées, on a vu les gens des FM Logistiques, de DB Schenker, le groupe Savoie qui est présent d'ailleurs ici. Pas mal de clients qui sont présents, qui sont soit exposants, soit intervenants, soit visiteurs. Vous avez eu le temps un peu d'aller les voir? Alors hier c'était le premier jour et on avait beaucoup de choses à faire, donc oui, j'en ai vu un certain nombre d'entre eux, mais pas tous. Heureusement, le salon dure 3 jours. Aujourd'hui, c'est une journée un peu phare avec le Startup Print Test que l'on anime et qu'on organise, plus les pitchs qui sont en train de se faire depuis hier. Donc hier, c'est un peu une journée de cadrage. Aujourd'hui, moi, je suis très occupé du fait du Startup Print Test, du prix de l'innovation. Demain sera peut-être la journée un peu plus tranquille pour aller voir un peu. On a discuté pas mal hier avec les gens du Fluvial parce que c'est un vrai sujet sur la mutualisation du fret urbain. Donc demain, j'espère pouvoir prolonger un petit peu toutes ces discussions. Et comment vous faites pour accompagner les startups de la filière supply chain? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ont des enjeux de transformation qui sont liés à tout un tas de facteurs exogènes, non forcément liés à la filière, mais que ce soit la transition énergétique, que ce soit l'évolution réglementaire, que ce soit l'augmentation des prix des matières premières, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre. Il y a tout un tas de sujets qui font que les entreprises doivent évoluer et que souvent elles cherchent un petit peu les axes stratégiques pour le faire. Et en ce sens, l'open innovation est une vraie solution, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur ce que je n'ai pas forcément à l'intérieur. Pour ça, on a la chance en France et en Europe d'avoir énormément de startups qui ont pénétré notre filière. Et l'enjeu, c'est de savoir précisément ce qui se passe partout dans le monde en temps réel. Donc ça, c'est notre métier à nous, parce qu'il faut que j'ai toutes les clés de lecture pour prendre des décisions en tant que dirigeant. Moi, je pourrais plus te dire, un dirigeant, s'il n'a pas les bonnes informations, c'est compliqué pour qu'il prenne les bonnes décisions. Après, s'il prend les bonnes décisions ou s'il prend les mauvaises, c'est de sa responsabilité. Mais tout ce qui est à nous, c'est pas forcément de la sienne. Libre à chacun de prendre les bonnes, mais une fois qu'on a les bonnes données, nous, on est finalement l'anti-brouillard d'un dirigeant et le facilitateur des relations avec les startups, en l'occurrence, c'est le monde de l'innovation. Les startups ne fonctionnent pas comme un grand groupe, mais néanmoins, les deux ont besoin les uns des autres. Seulement, il ne faut pas que les uns tuent les autres et inversement. Donc, l'enjeu de la collaboration n'est pas simple. Et deux, il y a un autre enjeu qui est la dynamisation d'une filière au sens de l'emploi. Plus on a de jeunes qui vont vers nos filières, plus on crée de la dynamique économique pour le pays. Et ici, il y a un exemple typique, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a de nombreuses années, quand le premier village startup est né au SITL, il y avait des startups qui avaient des tout petits stands, pas du tout à l'échelle de ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'était des débuts. Aujourd'hui, elles ont des très grands stands, nous avons qu'elles ont trouvé leur marché. Et en fait, c'est très drôle pour moi, en tant qu'observateur de ce marché, de retrouver nos jeunes pousses et d'aller les saluer. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de revoir les Romain Caudron et compagnie qui m'a suivi depuis le départ et de les voir grandir. On se dit, bon bah voilà, super. Bravo. Même pour vous, ça veut dire que vous avez eu la bonne vision et que c'est vraiment quelque chose de bien. Si on a pu contribuer à travers le Startup Print Test et via le travail du jury, si on a pu contribuer à travers le temps qu'on peut consacrer avec les équipes, à travers la mise en relation qu'on peut faire au moment opportun et l'accompagnement qui peut être fait, si on a pu contribuer en termes d'écho, on parle beaucoup maintenant d'influence, tant mieux parce que quelque part, en France, on est toujours un petit peu en train de parler de perte d'emploi, etc. Et moi, je dis, bah oui, mais grâce à l'innovation, on peut recréer des emplois. Et puis de voir aussi tous les jeunes super bien formés par des grandes écoles françaises, écoles d'ingénieurs en particulier, qui amènent sur le marché des solutions techniques super intéressantes. Moi, j'ai souvenir de Cariol traverser les allées du salon et on a gagné un prix avec eux il y a très peu de temps au roi de la supply chain. Bah vraiment, voilà, oui, c'est une très très belle histoire. On les a fait collaborer avec DB Schenker sur un projet super intéressant de développement d'un outil spécifique qui a des besoins de distribution urbaine. Bon bah voilà, on les a vus débuter. Et oui, c'est des jeunes ingénieurs brillants, mais aujourd'hui ils ont je sais pas combien de salariés. Et puis on oublie souvent que la France est une terre de formation. Beaucoup de nos cerveaux partent malheureusement à l'étranger, mais on est quand même une grande terre de formation à des très grandes écoles reconnues dans le monde entier. Et du coup, bah, ça crée aussi cette Startup Nation qui a été poussée par les différents gouvernements depuis des années via BPI, French Tech et compagnie. Mais aujourd'hui, la France est devenue un acteur mondial de l'innovation, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans. En tout cas, pas dans cette mesure. Il suffit de voir depuis hier la dynamique
des startups sur cet espace village magnifique d'ailleurs. Hein. Les équipes de RX France ont fait un nouveau concept qui est top. On voit ça aussi évoluer, on voit la place que ça prend maintenant par rapport à ce que ça prenait il y a 7 ans. Quels sont les critères de sélection et d'évaluation des startups que vous soutenez? On sélectionne rien. Notre métier à nous, c'est d'analyser. Donc c'est de comprendre qui fait quoi dans un marché et de comprendre le marché qui est en face. Donc on parle souvent chez Spring Project de maturité technologique et de maturité de marché. C'est de mettre en face deux sujets qui sont un marché et ses attentes, une startup et ses compétences techniques. Où est-ce qu'elle est au niveau technique par rapport à ses compétiteurs à l'échelle internationale, on appelle ça le TRL, c'est une grille d'analyse, et où est-ce qu'on est le marché par rapport à ça. Donc ce sont plutôt des grilles d'analyse, et en comprenant parfaitement ce que fait la startup, ce qu'elle voudra faire dans le futur, et en comprenant parfaitement les enjeux de nos grandes entreprises, et en connaissant leur stratégie, on peut créer des matchings. On peut aussi créer des matchings multi-clients, c'est-à-dire qu'on crée une pilote chez Spring Project, un certain nombre de projets collaboratifs entre X grandes entreprises et une startup. On a un très gros programme hydrogène avec une startup qui s'appelle Synfen. Dans le monde de l'hydrogène, issu du CEA Tech, aujourd'hui, Synfen travaille avec 6 de nos clients sur un programme qu'on anime. Donc notre métier à nous, c'est vraiment de qualifier au mieux l'activité des uns ou des autres pour identifier les opportunités au moment. Il se trouve que Synfen correspondait strictement aux besoins qu'on avait déterminés, qui était la capacité à faire de la réversibilité hydrogène, électricité hydrogène. C'est très particulier, très technique, et une fois qu'on a sourcé cette compétence, on a su le matcher avec le besoin qu'on avait déterminé, et ben voilà, là on peut lancer des collaborations. Comment Spring Project s'inscrit-il dans le partenariat avec le SITL cette année? Ça fait déjà quelques années, on est Innovation Partner du SITL depuis 2019. Au départ, c'était surtout pour créer le programme Startup Contest avec les équipes d'Alain Bagnot à l'époque et Thomas Desplanques. On se connaissait très bien. Spring Project existait déjà depuis 2 ans quand Alain Bagnot m'a dit écoute, il faut qu'on fasse quelque chose autour des startups. C'est né d'une réflexion entre lui et moi et puis son directeur général de l'époque, Thomas Desplanques, et il est né l'idée de faire un Startup Contest, de monter un jury, d'accoler ça au prix d'innovation qui existait déjà, d'organiser, de structurer un petit peu les réflexions, le mode de notation en se basant en partie sur nos outils. Et puis de fil en aiguille, ce partenariat s'est étendu sur l'animation de jury, sur les outils mis à disposition, sur l'animation de l'espace startup. Et puis cette année, on a rajouté quelque chose de nouveau qui est l'organisation de pitch sur l'espace startup. C'est une nouveauté cette année. Et du coup, la présence de Spring Project avec le stand sur lequel on met au sein de cet écosystème de startup. Voilà, ça, c'est la partie nouvelle d'un partenariat qui se prolonge d'année en année. Même si les équipes ont changé, on a continué à étayer ces accords parce qu'on sent le besoin à la fois des exposants et du marché de pousser cette dynamique d'innovation. Dans les discussions amicales qu'on pouvait avoir avec Alain Bagnot à l'époque, on disait il faut qu'on fasse quelque chose pour les startups, il faut qu'on crée un espace, mais qui soit accessible pour elles. L'espace startup, c'est un espace qui est accessible économiquement aux startups. Donc c'est né comme ça, de dire on va faire quelque chose de simple pour pouvoir leur donner accès et donner accès aux visiteurs de pouvoir rencontrer les startups et aux exposants qui peuvent être les premiers partenaires des startups. Donc il faut aller aider à les faire venir, communiquer pour faire leur donner envie parce qu'elles ne connaissaient pas. Quand vous êtes issu d'une école d'ingé, vous êtes un expert de la tech, SITL ça ne vous pose pas. Donc il faut créer la caisse de résonance qui va permettre de créer le lien. Donc il y a eu tout ce travail qui a été fait. 2019, il y a eu le premier village startup et puis petit à petit, on a amélioré les choses en toute collaboration avec les équipes du RIN pour en faire aujourd'hui ce que je trouve une magnifique réussite, sincèrement. Je sais que ça se passe vraiment bien, donc tout le monde est content, vraiment bravo. Parallèlement à ça, il y a le Startup Contest qui va avoir lieu ce matin. Tous les ans, on remodélise un tout petit peu, 4 minutes de pitch, 2 minutes de questions-réponses, 10 personnes dans le jury. Derrière, on ira débriefer pour déterminer qui sera le gagnant de ce trophée 2023. Et tous les ans, voilà, on essaye de s'améliorer. Chaque année, le jury change. Bon, vous y êtes à chaque fois? Alors moi je l'anime, donc oui, j'y suis à chaque fois, on fait rentrer des nouveaux, voilà, ça tourne un petit peu. L'intérêt du jury, c'est d'avoir des gens qui sont tous des experts de nos métiers et qui sont souvent engagés en parallèle dans des fédérations professionnelles, associations ou autres, donc qui ont souvent un double regard. On a des distributeurs, des industriels, mais on a aussi des gens qui sont tous engagés, ils vont être à France Logistique, à France Supply Chain. On a tous une vision connexe, associative, panoramique. Ça c'est un enjeu. On n'a pas vocation à avoir une connaissance absolue, mais on a quand même une connaissance panoramique. Et à 10 cerveaux, vous prenez Alexandre Berger qui travaille à la Poste, il a une vision vraiment extrêmement claire des métiers de la distribution, des derniers kilomètres et compagnie. Si vous prenez Eric Ballot, c'est un pro d'intelligence artificielle. Et depuis 2 ans maintenant, on se répartit un petit peu parce qu'on gère aussi le prix d'innovation et on se répartit un petit peu les thématiques en fonction de nos connaissances. Et les sujets qu'on connaît mieux que d'autres. Et on essaye du coup d'être plus pertinent et de répartir les rôles. Okay. Et c'est un peu en fonction de ça que les équipes se font chaque année? S'améliorent? Tout à fait, et puis parce que y a des gens qui disent moi j'aimerais bien vous rejoindre, d'autres qui disent moi j'ai plus le temps, j'ai changé de job, donc c'est logique, c'est la vie d'un groupe. Mais cette année on a un groupe qui est vraiment très sympa, qui s'est réuni il y a quelques semaines pour déterminer le prix d'innovation, qui lui a déjà été déterminé, qui sera annoncé ce soir, mais il est déterminé en amont.
Et là, c'est le gros morceau de nos startup contest dans une petite heure. Aussi. Surtout comme on y participe. Alors déjà, vous pouvez être fiers parce que 7 startups ont été sélectionnées sur un certain nombre de dossiers. Alors je les vois tous les ans, donc du coup je vois l'amélioration. En général, je fais des calls de préparation avec les startups pour les aider à mieux comprendre comment le truc va se passer et l'optimiser parce qu'il y a un public aussi, donc il faut amener quelque chose de chouette au public, il faut donner envie, c'est rester sur le gâteau, quoi. Fondamentalement, ce qui est génial, c'est de capter le public, le faire venir sur votre stand. Enfin voilà, c'est ça l'enjeu du startup contest, c'est donner une image de dynamique de la profession, c'est donner envie à des jeunes de venir travailler dans notre profession, parce que moi, en tant que représentant entre guillemets public au sein de France Supply Chain, on a aussi une obligation de donner envie de venir travailler dans notre filière. Il y en a 450 000 emplois par terre aujourd'hui en France dans notre filière. Bon bah, si on donne pas envie aux jeunes de venir travailler dans notre filière, on va pas y arriver, quoi, c'est à un moment donné. Ça y contribue par exemple. Donc d'où le fait d'avoir des très bons pitchs pendant les sessions, de donner envie que derrière ça tracte du monde vers cet espace startup, c'est ça l'enjeu. Et même si ça donne des idées à des personnes qui viennent visiter pour ouvrir leur startup plus tard. Ou... à fond, nous combien de fois on a des gens qui viennent nous voir en disant tiens j'ai des idées. Hier j'ai un copain qui est venu me dire bonjour. Moi j'avais une autre startup à une époque, une entreprise de transport en l'occurrence que c'est du last mile déjà qui était assez précurseur sur le sujet. Et lui je l'ai aidé à monter sa boîte à l'époque. Donc voilà c'est drôle et aujourd'hui ça fait toujours plaisir. Eh oui, c'est après des communautés qui s'entraident. Nous on est dans un village coworking. Donc on est entouré de plein de startups et ce qui est bien c'est que comme vous dites, toutes les startups, même si elles ne sont pas du même univers, s'aident mutuellement. Moi je trouve que l'esprit collaboratif c'est absolument clé. D'ailleurs nous on fait la collaboration chez Sprinta quand on fait travailler tout un tas de grands groupes ensemble et les startups, on est vraiment dans un schéma collaboratif. Et ça c'est vraiment important parce que souvent si on reste un peu isolé dans son coin, on n'a pas une vision panoramique des choses. C'est d'ailleurs la difficulté des grands groupes qui eux, pour des raisons très logiques internes, s'isolent un petit peu. Et manque de vision sur ce qui se passe à l'extérieur. Les startups doivent absolument collaborer, y compris parce qu'elles peuvent monter des partenariats stratégiques pour aller plus vite, ou parce que ça peut anticiper, par exemple, qu'il va y avoir des phases de regroupement sur des marchés, parce qu'il y a des marchés qui viennent matures. Quels sont vos objectifs et vos attentes pour cette édition du salon jusqu'à la fin de la semaine? C'est un peu particulier parce que nous, on a une position plus d'observateur sur ce marché et de networking fort. Donc moi, mon premier sujet ici, c'est de prendre des tendances, voir un petit peu comment les marchés évoluent, ressentir l'impact de la crise russe, de la crise énergétique, etc. Ça permet d'updater un petit peu notre vision des choses. On ressort toujours plus intelligent après, parce qu'on a appris beaucoup de choses pendant le salon. Après, on a un autre enjeu, nous, qui est de détecter des startups qu'on aurait éventuellement pas vues. Alors, c'est assez rare sur le marché français, mais on n'est quand même pas à l'abri. Ça peut être aussi une occasion de générer des rentrées. Hier, j'ai fait plusieurs mises en relation, par exemple. Je viens pas ici comme le fait un exposant classique qui attend un TRI précis parce qu'il dit, moi, j'ai mis X milliers d'euros, je veux X contacts, etc. Et je l'entends, c'est normal et c'est la logique principale d'un salon, il n'y a aucun débat. La position de Sprint est un tout petit peu un pas de côté par rapport à ça. Nous, on est un acteur d'observation, de veille et de mise en relation. Après, voilà, ces entreprises veulent venir travailler avec nous, elles sont les bienvenues. J'ai une équipe commerciale ici qui est en place, bien sûr, comme tout le monde. Et vous voyez une évolution des entreprises et startups cette année? Cette année n'est jamais qu'une évolution de ce que j'ai pu voir l'année d'avant, etc. Quand aujourd'hui vous rentrez au salon par la porte d'entrée principale, sur votre gauche, vous avez toute la partie mécanisation. Une partie des entreprises qui sont là n'existaient pas il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salon LCTL bénéficie de startups qui sont parties du Rio, et qui aujourd'hui occupent des stands énormes à l'entrée. Le cas d'Exotech dont tout le monde a parlé, c'est des acteurs présents à l'entrée qui n'existaient pas il y a 10 ans. Tel que je suis positionné là, vous voyez, moi je les ai tous vus naître, ces gens-là. On les a tous vus démarrer, ces gens-là ont tous aujourd'hui une position dans le marché. Je pense qu'il y a un bon tiers du salon qui n'existait pas à l'époque. Il y a aussi des phénomènes de fusion-acquisition qui fait que vous avez des secteurs qui se consolident, donc là c'est encore autre chose. Vous avez en effet une désertion de certains grands groupes qui étaient systématiquement présents, qui n'y sont plus. Et heureusement que les équipes qui gèrent ça continuent à se battre et à y croire. Parce que moi, je constate, il suffit que là qu'on se regarde autour de nous et on va voir à quel point il y a du monde, à quel point ça bouge. Et là, ce matin, il est 10h05, c'est blindé de monde. Petite dernière question, vous y avez déjà un peu répondu, mais quels sont les principaux défis et opportunités que vous rencontrez dans le domaine de l'innovation, dans la supply chain? Les défis sont structurels en fait. Donc évidemment, le défi de la transition énergétique, le défi légal qui est autour, c'est un sacré sujet, le défi de l'approvisionnement des matières premières, des défis là, énormément. Toutes nos entreprises vont devoir y répondre. On est dans un monde pas évident, sincèrement aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont exposées sur le territoire russe et ukrainien. C'est pas facile pour le business. Par exemple, nous on fait de la veille sur toute l'innovation, y compris sur le cadre légal. C'est pas évident dans tous les pays du monde. La notion de transition énergétique vue par les énergies du futur, par exemple, les choix énergétiques sont pas les mêmes en Chine, en Europe, aux US. Or, une entreprise leader européenne mondiale, elle se base sur des territoires géographiques qui sont pas les mêmes partout. Nous, on doit y compris avoir cette capacité d'avoir la lecture de ces enjeux-là. Donc, des défis, il y en a vraiment gros.
beaucoup. C'est pas simple. Aujourd'hui, en exagérant, je préfère mon rôle d'observateur et d'aide externe et d'aider mes dirigeants à prendre les bonnes décisions, parce que la responsabilité de les prendre, c'est quand même costaud. Et la scalabilité des modèles, c'est un sujet clé. Mais comment je peux rendre scalable des modèles quand les territoires ne sont pas exactement les mêmes au niveau légal? On ne se parle même pas des problématiques de langue. Et ça, c'est un autre défi pour nos startups, par exemple, parce qu'avant de faire un champion européen, il faut arriver à sortir des frontières françaises et avec toute la complexité que ça peut représenter. C'est-à-dire changement de cadre légal, changement de langue. Être un leader européen, c'est quelque chose de très compliqué. Merci beaucoup. J'en prie. Et Bonne journée. bonne journée.